Bonjour, je suis ravi de vous retrouver ce matin. Alors, avant de commencer, je vous remercie pour vos retours sur mes vidéos, sur les articles que je peux écrire. Non seulement ça me fait plaisir de savoir d'être suivi, d'être lu, mais surtout ces commentaires sont parfois excessivement intéressants et enrichissants. En même temps, il me montre aussi que, puisque ce sont des commentaires que j'ai reçus également, que certaines de mes vidéos et que mon contenu manquent parfois d'un côté pratico-pratique. Donc je tenterai dorénavant de peut-être donner de meilleures pistes, enfin d'être un peu plus concret dans les pistes que je peux proposer, en sachant que ce n'est jamais qu'une proposition. Il nous appartient largement à chacun de définir ces pistes et peut-être justement en rentrant en dialogue ensemble, d'arriver peut-être à identifier quelles sont les meilleures pistes. Je ne vais pas prétendre avoir moi la préscience et comment dire, et avoir nécessairement les meilleures idées concernant les pistes à suivre. En même temps, l'analyse que je peux faire des situations et des pièges dans lesquels nous sommes est peut-être très pertinente. Après, c'est à vous éventuellement d'argumenter, mais ce qui sera toujours important, puisque c'est ça que nous travaillons beaucoup ensemble, c'est de voir à partir d'où vous réfléchissez, à partir de quels présupposés, au pluriel, vous réfléchissez. Et probablement que le jeu de présupposés que nous avons les uns et les autres peuvent être différents, et c'est peut-être ça qui piège certains d'entre nous, parce qu'ils sont piégés par leurs présupposés. Ayons des débats donc ensemble, c'est excessivement important. Aujourd'hui, nous allons aborder une question qui est issue d'une conversation que j'avais ce matin avec une personne qui a regardé un reportage hier à la télévision. Et deux choses avaient frappé dans ce reportage, juste pour mettre les choses en contexte. Donc c'était un reportage sur des filières de personnes qui créent de faux produits, par exemple de faux produits ménagers, etc., qui s'avèrent dangereux pour la santé, ou des gens qui changent les dates de péremption et donc font un certain nombre de trafics de ce type-là au détriment de la santé, finalement, des citoyens. Et dans ce reportage, à un moment donné, donc la police démantèle un réseau et on se rend compte que dans ces usines ou ces usines clandestines travaillent des adolescentes ou des jeunes filles qui ne sont pas très instruites probablement et qui sont payées très peu cher et sont payées à 50 dirhams par jour. Et la personne trouvait ça relativement scandaleux de payer les gens si peu, et c'est ce qui pouvait être d'ailleurs à l'origine de ces situations misérables, et ce qui permet justement à ces réseaux de pouvoir continuer à vivre. Et je faisais remarquer à la personne qu'elle avait un raisonnement qui était à géométrie variable. Lorsqu'il s'agissait du bien-être de la société, elle était capable de réfléchir et de considérer que 50 dirhams c'était trop peu payé pour la dignité de la personne. Mais par contre que si il fallait faire venir quelqu'un pour l'aider dans son ménage, que payer 50 dirhams était parfois vu comme étant payé trop cher parce que cette même personne à laquelle elle faisait appel travaillait aussi chez d'autres personnes qui étaient une famille nombreuse et elle recevait le même tarif alors qu'il y avait plus de travail là-bas que chez elle. Et donc, elle menait là, lorsqu'il s'agissait de ses propres besoins, une réflexion qui est purement économique et non plus une réflexion qui est basée sur le bien-être commun. Et ça m'a inspiré quelque part ces réflexions et cette vidéo, et qui fait suite d'ailleurs à ce que j'ai écrit dernièrement avec la crise des migrants. Alors, je ne parlais pas de la crise des migrants. À nouveau, la crise des migrants a été le point de départ d'une réflexion qui n'a rien à voir, qui n'est pas nécessairement la solution sur la crise des migrants, ce n'était pas le propos, mais sur notre responsabilité à tous, et aux migrants également, de la situation actuelle. L'argent, qui est devenu notre étalon depuis un certain nombre d'années, finalement a fait notre malheur et à bien des égards. Je veux dire, quand on voit nos sociétés aujourd'hui qui sont occupées à se fracasser contre le mur à cause de l'endettement, quand on voit, suite à la crise sanitaire que nous venons de vivre, que les hyper riches se sont enrichis de manière colossale alors que l'essentiel de la population est occupé à s'appauvrir, etc. On retrouve toujours un même facteur qui est au cœur de tout cela, c'est l'argent. Et quelque part le culte que nous lui vouons. L'argent est au centre de tous nos échanges. En plus de ça, l'argent est de l'argent dette. Donc l'argent n'est créé que par la dette, donc quelque part les intérêts. Et
cela ne fait que tirer nos sociétés vers le bas. Le problème des intérêts, c'est que il est demandé à la personne qui emprunte ou la personne qui est endettée de rembourser un montant qui n'existe nulle part, qui n'a jamais été créé dans le monde physique, donc qu'il est impossible de pouvoir restituer d'une manière ou d'une autre. Alors si on reprend les choses de manière collective, c'est peut-être plus simple à comprendre. Collectivement, nous nous sommes endettés à tous les niveaux, soit à titre personnel, soit à titre collectif, quand ce sont nos États qui s'endettent, et nous avons donc le principal à rembourser, plus les intérêts. Et les intérêts, ils n'existent nulle part. Je veux dire, c'est de l'argent virtuel, donc il n'a pas été transformé dans un bien réel dans le monde, et il est, intellectuellement parlant, et même pratiquement parlant, impossible à rembourser. Donc il est impossible, collectivement, de sortir d'un système de dette, et ce système de dette ne fait que nous tirer vers le bas. J'ai vu passer dernièrement des études sur la répartition des richesses, certes aux États-Unis, et l'auteur de ce poste présentait 3 courbes. Une courbe qui serait idéale, la courbe telle que de répartition des richesses telle que l'imaginaient les gens, qui était déjà moins idéale que la courbe idéale, et puis la courbe réelle, qui elle est vraiment très effrayante. Alors dans cette courbe réelle, juste pour représenter les choses très, très succinctement, les hyper pauvres sont vraiment très très pauvres et n'ont absolument rien, ce qui représente déjà une belle proportion de la population. Pas majoritaire, je vous rassure, mais enfin ça représente de mémoire un 15-20% de la population. Ensuite, la classe moyenne dont on pense qu'elle est aisée, finalement est assez pauvre au bout du compte. Et puis il y a ce fameux 1% qui a, alors je ne sais plus de mémoire, 40 fois ce que la classe moyenne peut avoir comme revenu. Donc si bien que le graphe était impossible à dessiner tellement les biens accumulés étaient immenses. Et donc, on se rend compte que dans nos sociétés, ces répartitions des richesses est de plus en plus mal faite, si je peux m'exprimer ainsi, et ça pose problème. Alors, je ne suis pas là dans un combat, je veux dire, de type social, marxiste, socialiste ou autre chose. Je suis juste occupé à parler du fait que, comme l'argent est au cœur de nos échanges et que nous réfléchissons tout à partir de là, mais nous sommes dans un piège où finalement, et c'est ça le cœur du débat pour moi, depuis des décennies maintenant, chacun d'entre nous travaillons pour de l'argent, celui que l'on gagne et celui qu'on fait gagner à nos entreprises, si nous sommes des salariés. Nous ne travaillons plus pour notre bien commun, nous ne travaillons plus pour notre société. Par là, j'entends notre civilisation, nos concitoyens. Nous ne travaillons plus que pour l'argent et faire fructifier l'argent. Est-ce à dire que nous n'aurions plus besoin d'un moyen d'échange? Ça dépend de la société dans laquelle on a envie de vivre et la société qu'on a envie de créer. Si on souhaite continuer à fonctionner avec la comptabilité, je t'ai donné 2 tomates, tu me dois 3 carottes, oui, on aura besoin d'avoir probablement toujours un système de mesures commun qui nous permette de pouvoir tout rapporter à cet étalon. Et donc l'argent, pourquoi pas? Oui, c'est un étalon comme un autre. Après ça, la question qui se pose, ce sera de sa gestion. Maintenant, il y a une autre façon de vivre qui pourrait être possible, quoique elle paraisse plus utopique, tout en sachant qu'elle a déjà existé dans l'humanité, et que les gens s'en sont plutôt bien sortis tout de même. C'est le fait de vivre pour la communauté, de chacun apporter sa contribution à la communauté. Et on n'est pas nécessairement dans un partage qui est en fonction de la richesse créée. Aujourd'hui, l'argent est distribué en fonction de la richesse supposément créée, puisque quelqu'un qui a des diplômes plus importants et donc est censé probablement apporter une plus-value plus importante à travers son travail est rémunéré plus. Et puis, une personne qui a un travail assez basique est rémunérée moins. On parle aussi souvent, d'ailleurs, de la concurrence sur le marché. Donc, s'il y a beaucoup de personnes à vouloir être capable de faire certains travail, les prix auront tendance à diminuer. Si par contre la ressource est excessivement rare parce que précieuse, la rémunération aura tendance à augmenter puisqu'il s'agit vraiment d'une approche capitaliste des choses et donc les lois du marché s'appliqueraient par rapport à cela. Alors on avait déjà abordé le fait que nous sommes devenus des ressources humaines, nous ne sommes plus des humains, nous sommes des ressources humaines, nous sommes des biens en quelque sorte. Et ces biens se battent sur le marché du travail et tout a été mis en place finalement, de manière consciente ou inconsciente, mais tout en tout cas est en place aujourd'hui pour que nous soyons tous relativement formatés de la même façon.
en tout cas lorsqu'il s'agit d'un même métier, si bien que finalement, utiliser Dupont ou Alfred, ben, ça revient au même, et nous sommes donc tous en compétition, nous n'avons plus rien de personnel à pouvoir proposer, d'ailleurs plus rien de personnel est nécessairement recherché par nos employeurs, donc on est dans une certaine uniformisation, et donc nous sommes parfaitement interchangeables. À partir du moment où nous sommes parfaitement interchangeables, ben, ça veut dire que nous n'avons pas de valeur particulière à laquelle nous pouvons prétendre. Donc ça c'est lorsqu'on travaille, disons, au niveau d'un marché. Maintenant nous pourrions aussi travailler avec beaucoup plus de conscience dans ce cas-là, probablement, en tout cas c'est ce que ça pourrait entraîner, pour le bien commun. Et puis la rémunération, ou ce qui me permet de me nourrir, d'avoir un toit, etc., ne dépend pas nécessairement de ce travail. D'autres mécanismes à imaginer, certainement, sont à mettre en place. Alors évidemment, des mécanismes ont existé dans l'histoire, hein, on se souvient à nouveau du socialisme, du communisme, etc., qui furent des tentatives d'apporter des réponses ou des systèmes par rapport à cela. Ça pourrait être cela, pourquoi pas, mais en même temps, d'autres systèmes peuvent très bien s'imaginer aussi. Il fut un temps où les gens travaillaient pour le bien commun. Ils travaillaient pour la communauté. Si quelqu'un allait chasser, et pour reprendre la période des cueilleurs-chasseurs, s'il allait chasser, ben, le produit de la chasse profitait à la communauté, et on distribuait aussi en fonction des besoins de chacun, je ne dirais pas en fonction nécessairement du rang, etc. Donc si quelqu'un a une famille nombreuse, ben, il en recevait probablement plus. Si quelqu'un n'était que lui et son conjoint, ben, il en recevait peut-être moins, même si c'est lui qui avait rapporté le produit de la chasse, etc. etc., etc. Si quelqu'un était malade ou avait besoin de quelque chose en particulier, ben, cette chose lui était accordée par la communauté, parce qu'il n'y avait qu'un seul principe qui était le plus important, en tout cas de ce que je comprends, c'est nous devons tous vivre et survivre ensemble, on doit tous s'en sortir ensemble. Et l'important, c'est justement d'être en entraide. Alors lorsque nous sommes dans un système de type capitaliste, qui entraîne et qui nous mène vers une certaine forme d'égoïsme, à partir de ce moment-là, l'idée c'est de défendre mes propres intérêts contre le monde entier. Et donc si chacun fait ça, ben, nous sommes tous en concurrence les uns par rapport aux autres, et la grande idée du capitalisme, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, je n'ai pas dit que ça a toujours été ainsi, c'est de finalement se dire, ben, si je veux avoir de l'argent dans ma poche, ben, il faut bien que j'aille le prendre dans la poche de quelqu'un d'autre. Et c'est ou lui ou moi, et évidemment je préfère que ce soit moi que lui. Il fut un temps, dans le capitalisme aussi, où la richesse se créait aussi beaucoup à travers la création de richesse, avec la création de valeur. Mais aujourd'hui, je vois plus énormément, en tout cas, je ne vois pas majoritairement, disons, de la création de valeur ou d'accroissement de valeur qui ferait qu'on aurait plus à se partager. Donc on se partage finalement le panier qui est là pour l'instant. Et à nouveau, si j'en veux plus, ben, il faudra bien que quelqu'un en ait moins, tout simplement. Si on travaille, je veux dire, à l'ancienne, si l'important c'est de survivre ensemble, alors à ce moment-là, chacun porte attention aux autres et tente justement d'apporter à l'autre ce dont il peut avoir besoin. Et donc, nous ne sommes plus seuls contre les autres en compétition. En fait, nous avons tous les autres qui prennent soin de nous-mêmes, comme nous prenons soin de chacun des autres, dans les limites de ce que nous pouvons faire, bien sûr, et dans les limites de nos capacités d'attention. Mais l'idée, c'est de porter attention aux autres et d'aider les autres, de se soutenir les uns les autres. Et là, on est dans des dynamiques complètement différentes où, justement, chacun peut recevoir, finalement, en fonction de ses besoins. Maintenant, il y a un autre gros avantage aussi à cette façon de travailler, c'est que lorsque l'on travaillait pour de l'argent, enfin lorsqu'on est dans le système capitaliste, on travaille pour de l'argent, et à travers cet argent, on peut acquérir toute une série de biens, c'est certain, dont beaucoup de biens qui sont assez farfelus, ou qui répondent à des besoins plus psychologiques, j'ai une plus grande voiture, une plus belle maison, une plus belle ceci, plus beau ça, et pourquoi ne pas en avoir, mais ça fait travailler aussi des gens qui sont amenés à devoir les construire, mais on travaille pour de l'argent. À partir du moment où on est amené à devoir porter attention aux autres et à devoir survivre tous ensemble, on ne travaille plus pour de l'argent. On travaille pour la communauté, on travaille pour une finalité, on travaille pour un bien-être commun, on travaille pour construire quelque chose ensemble et aller quelque part. Alors, est-ce qu'on a encore besoin d'un système étalon dans ce genre de système, dans ce genre d'écosystème ? Peut-être, peut-être pas. Probablement qu'on pourrait s'en passer. Peut-être qu'on en aurait besoin, mais il va à l'encontre de cette logique où chacun prend soin et fait attention aux autres.
Alors ce qu'il est intéressant de regarder aujourd'hui, c'est que de plus en plus, en tout cas je vois ça à travers Internet, de plus en plus une certaine promotion du nomadisme se fait. On voit des gens qui partent en tiny houses ou bien qui se construisent des petites maisons seules, off-grid comme ils les appellent, dans les montagnes, dans les campagnes, pour vivre au plus près de la nature, de vivre en autarcie, ou certains recréent des petites communautés, des éco-villages, des éco-hameaux, et sont beaucoup plus dans cette solidarité. Si on en revient à la synarchie de Platon, puis la synarchie des nomades, donc Platon c'est la synarchie des sédentaires, on a déjà dit dans d'autres vidéos que très probablement nous sommes occupés à glisser de la démocratie à la tyrannie, c'est-à-dire de la troisième maladie d'une synarchie vers la quatrième et dernière maladie d'une synarchie. Quand cette maladie-là sera terminée, on sait que la synarchie en principe repart en synarchie de nomades. Et on dirait que toute une série de personnes ont déjà commencé à prendre les devants et ont commencé à vivre de manière nomade. Pourquoi, comment, les aspirations sont variées et diverses, mais souvent c'est un mal-être dans cette société qui ne fait plus beaucoup sens. C'est vrai que travailler juste pour de l'argent, ça ne fait pas nécessairement sens. Et puis ils ont perdu un peu le contact aussi avec la mère nature et leur nature intérieure personnelle également. Beaucoup dans ces éco-villages ou ces éco-hameaux retravaillent et revivent en prenant soin des autres. Il n'y a pas d'argent qui est là, on cultive pour tout le monde, ils élèvent des animaux pour tout le monde. Si certains ont certains talents, comme par exemple le fait de soigner, ou donc une certaine forme de médecine, ou d'autres ont des talents dans le fait d'enseigner, etc., ils apportent cette contribution à la communauté, et ils sont nourris par les fruits du jardin et éventuellement la viande qui aurait été produite, mais eux-mêmes, leur travail consiste beaucoup à éduquer ou à soigner les gens pour l'essentiel. Donc chacun apporte également son talent dans ce genre de vie plus communautaire, ce qui ne veut pas dire que tout le monde vit dans la même chambre, hein. Chacun a son logement, chacun vit chez soi, mais en même temps les ressources sont partagées, les efforts sont partagés. Quand il s'agit de construire la maison d'un nouveau venu, toute la communauté s'y met pour la construire, etc., etc., etc. Donc aujourd'hui, on est dans une société qui, parce que nous n'avons pas décidé de manière active à sortir du système, ou en tout cas à changer nos comportements pour obliger le système à changer lui-même, ce système qui s'est emballé, me semble-t-il, continue dans sa logique et va nous entraîner dans le mur. Alors ce sont nos peurs, comme on l'a souvent dit, qui nous tiennent prisonnières de ce système. La peur de manquer, la peur de ne plus avoir de travail, la peur de ne pas pouvoir survivre sans recevoir l'argent de mon travail, etc., etc., etc. Le problème, c'est que avec le temps qui passe, il y a de moins en moins de travail, et donc il y a de plus en plus de gens qui restent sur le carreau, sans revenus, sans rien du tout, et comme il n'y a personne pour se préoccuper d'eux, pour les aider, puisque nous ne prêtons plus attention aux autres, ces personnes tombent dans des situations qui sont absolument infernales. Certaines iront même jusqu'à se suicider, ou d'autres vont vivre dans la plus grande misère dans la rue, dans l'indifférence générale. Au pire, on dira que c'est un raté. Au mieux, on tentera de l'éviter parce qu'il est sale, parce qu'il est pouilleux, parce qu'il est porteur potentiellement de maladies, etc., etc., etc. Ce qui n'est certainement pas la meilleure façon de fonctionner. Donc, pouvons-nous encore nous définir comme une société humaine si nous acceptons qu'une partie de la société soit ainsi rejetée dans des situations qui sont, qui seraient à comparer à celles d'un animal errant? Où est encore l'humanité dans cette situation, que ce soit dans la situation de celui qui vit cette situation très difficile, quoique certaines personnes ont gardé toute leur humanité malgré les déboires qu'ils peuvent vivre, et puis surtout, qu'en est-il de notre propre humanité? Alors évidemment, compte tenu de l'argent que nous gagnons, de ce que nous devons payer, et du fait que nous soyons nous-mêmes à peu près tenus au seuil, disons, de survie, il nous est souvent difficile de pouvoir donner beaucoup, et donc c'est vrai que le niveau de pauvreté galopant, on se sent dépassé par cela. Mais si nous ne faisons rien pour changer de modèle de société, et je le dis d'emblée, il y a de larges débats à avoir, mais la première chose à faire, c'est d'arriver à sortir de nos présupposés et de notre paradigme d'un modèle de société pour en créer un qui nous conviendrait mieux. Eh bien, nous n'allons faire qu'une chose, c'est de vivre une situation qui se dégrade de plus en plus jusqu'au moment où nous serons tous dans le mur. Donc, les choix sont les nôtres aujourd'hui. Alors, comment arriver à faire les choses? Déjà,
Premier point, c'est d'en prendre conscience. Ensuite, évidemment, c'est un côté gênant, parce qu'on on est dérangé par ça, on change de paradigme, on n'est pas à l'aise. Ça crée chez beaucoup d'entre nous, ça peut créer des peurs, des angoisses, des inquiétudes, le manque de visibilité sur le futur ou sur ce à quoi le futur pourrait ressembler, justement crée ces incertitudes, d'où l'importance le plus rapidement possible de pouvoir commencer à tenter d'imaginer d'autres alternatives, d'autres façons de vivre, d'autres façons de partager, d'autres façons d'interagir avec nos voisins, avec les personnes qui nous entourent, avec nos familles, etc. Regardez les familles qui se sont éclatées, je veux dire, ces 10 dernières années ou ces 20 dernières années, plus peut-être dans le monde occidental, au nom du travail. Regardez le monde dans lequel nous vivons, où aujourd'hui on ne connaît même plus son voisin, où on ne lui parle plus, alors qu'il fut un temps où on prenait soin de son voisin, parce que c'était la chose la plus importante à faire. Donc on a perdu beaucoup de choses. Donc la première chose à faire, c'est déjà de s'imaginer comment est-ce que moi j'aimerais être traité, de quoi moi j'aurais besoin. Et peut-être que se dire que les autres ont peut-être exactement les mêmes besoins. Ensuite, il faudra bien commencer quelque part. Si j'attends que les autres commencent à mettre en place ce que j'aurais tendance à préconiser, je risque d'attendre longtemps. S'il n'y a personne pour montrer à un moment donné l'exemple et avancer avec confiance et montrer que en fait c'est possible, il n'y a jamais personne qui ira. Alors c'est vrai que les premiers sont peut-être martyrs du système, c'est très possible, je n'en sais rien, je veux dire. Mais en même temps, le fait de rester dans le système et de l'entretenir fait peser sur nos épaules une responsabilité. On ne pourra jamais se départir de la responsabilité du fait qu'on aura entretenu et été acteur de ce système, et que si ce système continue à exister et existe, c'est que nous l'entretenons, c'est que nous lui permettons de vivre. Donc, soit on attendra d'être arrivé à la catastrophe et d'avoir été éjecté nous-mêmes de cette société, de ne plus avoir d'argent, de ne pas en vivre, et à devoir essayer de trouver des solutions, mais sans moyens, et puis de manière très isolée. Ou alors, tous ensemble, nous commençons à travailler, à imaginer d'autres façons de fonctionner ensemble, à remettre de la solidarité, à retisser du tissu social, du tissu relationnel avec nos proches, avec nos familles, avec nos voisins, avec nos amis, et de nous intéresser sincèrement aux autres et de sincèrement tenter de les aider et de les soutenir. On a tout à réapprendre par rapport à ça, moi certainement le premier. Donc on commettra des erreurs, on manquera à certains moments d'attention, on se fera encore piéger par nos anciens paradigmes, parce que c'est quand on est piégé et qu'on s'en rend compte qu'on peut commencer à travailler, à apporter une nouvelle alternative. Donc il ne faut pas avoir peur de temps en temps échouer par rapport à ça. La seule chose évidemment, c'est qu'on doit être mu du pardon. On doit pouvoir pardonner aux autres quand ils se sont trompés, quand ils sont tombés, parce que si on n'a pas ça, il n'y a pas de rédemption possible, et donc il n'y a pas de seconde chance possible. Et puis on doit être très doux vis-à-vis de nous-mêmes et continuer à avancer avec confiance en considérant que chaque fois qu'on trébuche comme ça, c'est jamais un échec, donc ça nous apprend que là il y a peut-être quelque chose d'autre à mettre en place, quelque chose de nouveau à développer ou à apprendre, et de simplement le faire. Il n'y a pas de reproche à se faire, je veux dire, il n'y a pas à se blâmer, ou en tout cas on n'a pas à s'accuser ou à endosser une certaine culpabilité par rapport à ça. Donc ça, c'est ce qui est à faire, et puis de mettre en place tout doucement de nouveaux systèmes en parallèle que l'on peut commencer à tester, sur lesquels on peut commencer à travailler, de façon à pouvoir à un moment donné, lorsque nous le voudrons, investir ces espaces-là, ou si à un moment donné on y est vraiment contraint parce que justement on est éjecté par le système, d'avoir en quelque sorte un canot de sauvetage dans lequel on pourra monter et dans lequel on pourra survivre ou redémarrer quelque chose. Donc tout ça nous appartient très largement, à nous de faire le travail par rapport à cela, mais la première chose à faire évidemment, c'est de prendre conscience de la situation dans laquelle nous sommes et là où elle nous mène. Ensuite surtout, de commencer à visualiser ce qu'on pourrait mettre à la place, et puis d'en parler, de le construire ensemble, et surtout la première chose vraiment à faire après cela, c'est de développer nos comportements, nos attitudes, nos qualités qui peuvent nous permettre d'accéder à ça. Et nos qualités, ce sont des qualités, on a parlé du pardon, c'est aussi de la patience, c'est de la générosité, c'est de l'empathie, c'est de la patience, c'est de l'amitié, c'est toutes ces qualités finalement qui étaient souvent portées par nos religions, que ce soit le judaïsme, le catholicisme, l'islam, où on parle d'amour, on parle de générosité, de partage, d'attention, etc., etc., etc. Donc ce sont nos qualités humaines qui peuvent nous permettre d'accéder à autre chose. Or,
le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, où nous travaillons pour l'argent et nous sommes en compétition vis-à-vis des autres, a plutôt tendance, me semble-t-il, à nourrir et nous pousser à développer les comportements inverses, c'est-à-dire des comportements qui sont plutôt délétères pour nous-mêmes et pour la société. Donc, devoir entrer dans une certaine forme de spiritualité, alors la croyance c'est encore autre chose et chacun croira s'il a envie de croire ou pas. Ça c'est la question de la foi, mais en tout cas rentrer dans les qualités qui peuvent être proposées par les différentes spiritualités du monde, me paraît le plus important à faire dans la mesure où ce sont les outils qui peuvent nous aider justement à accéder à une société différente dans laquelle nous vivrons peut-être beaucoup plus heureux, peut-être dans un moins grand confort matériel dans un premier temps, ça c'est très possible, et encore, tout dépend des critères que nous avons par rapport au confort matériel. S'il s'agit de l'écran plat, bon, c'est une chose dont on pourrait peut-être se passer, ou de l'ordinateur, pareil. Mais si par contre on parle de nourriture qui nous permet d'avoir une bonne santé, hein, de nourriture biologique par exemple, d'une eau saine, d'un air sain, d'une maison où on peut vivre en sécurité, confortablement, d'un lit confortable dans lequel pouvoir dormir, etc., un environnement sain pour nos propres enfants, alors on parle d'autre chose et ça c'est probablement très désirable, oui. Voilà, je vous en laisse là aujourd'hui pour ces réflexions, donc à nouveau, vos commentaires sont les bienvenus et puis nous pourrons rebondir là-dessus. Une fois de plus, évidemment, on est beaucoup dans l'utopie, mais je l'assume tout à fait. Et puis finalement, l'utopie, c'est quoi? Ce n'est jamais que quelque chose qui sera peut-être très évident demain, auquel on n'a pas encore accédé. Simplement, c'est une chose qui est très différente de ce que nous vivons aujourd'hui, et donc on est sur un paradigme probablement très différent du paradigme actuel. À nouveau, et j'en terminerai là-dessus, ce n'est pas le seul paradigme possible, hein, d'autres sont possibles, et puis on peut y apporter plein de nuances, ce n'est qu'un point de départ. Maintenant, le message le plus important, c'est à nous, ensemble, d'imaginer le monde d'aujourd'hui et de demain, et de le construire. Tout comme nous sommes capables d'entretenir le monde actuel, nous pouvons être capables de construire le monde de demain. On doit juste en prendre conscience, de façon à orienter notre énergie, soit dans l'entretien du système actuel, si c'est ce que nous souhaitons vraiment, ou alors de mettre notre énergie, ou une partie de celle-ci, dans la construction d'un monde que l'on souhaitera meilleur, qui sera peut-être meilleur au départ, qui se dégradera peut-être avec le temps, hein, comme toutes les sociétés, comme ça a été le cas de toutes les sociétés, mais en tout cas, d'apprendre de nos erreurs et de repartir, de reconstruire ensemble quelque chose, et donc nous pouvons choisir de mettre notre énergie là-dessus. Voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur à tous, que tout aille bien, et à très très bientôt.